Pour moi, geek, comment je le définis, c'est des gens qui se prennent pas au sérieux. Pour moi, c'est un trait de caractère qui est hyper important. Via cet incubateur, les Galeries Lafayette nous avaient identifié. Votre tagline, c'est un truc vraiment qui nous intéresse. Donc venez pitcher. Donc on faisait des colis vraiment nous à la main. On faisait tout livrer au bureau. On expédiait tout depuis le bureau. Ça devait être de la folie à un moment donné. Non, j'ai aucun réseau social. Je fuis un peu les réseaux sociaux. Tu vois, j'ai que LinkedIn parce qu'on poste avec mon compte le contenu de la boîte. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Elliot Jabès, cofondateur et CEO de Stockly. Bienvenue. Merci. Salut Elliot. Salut Elliot. Alors Stockly, petite pépite de la tech française qui s'attaque au marché du e-commerce par la gestion des stocks. Donc on va détailler ce que ça veut dire. Donc c'est une société qui a été fondée en 2018 et qui essaie de tacler un problème qui est assez intéressant, qui est la mutualisation des stocks des e-commerçants, qui pour permettre de vendre un produit sans nécessairement détenir le stock. C'est ça le point pivot qui est intéressant qu'on va creuser ensemble. C'est une solution qui séduit déjà des grandes enseignes du retail type Galeries Lafayette, GoSport, Fnac Darty, mais aussi des e-commerçants type Rakuten. Et il y a 50 millions de produits qui sont aujourd'hui distribués grâce à Stockly. Donc vous êtes probablement, vous, sans le savoir, utilisateur de cette solution qui est une solution back-end qu'on ne voit pas quand on la consomme, mais qui est utilisée par ces sociétés-là. Il y a plus de 400 partenaires qui l'utilisent. Ça, c'est une société qui commence à une croissance extrêmement forte en Europe. Donc on est ravis d'accueillir Elliot aujourd'hui, qui a annoncé il y a quelques jours sa levée de fonds. Vous êtes combien dans l'équipe ? On est une centaine maintenant dans l'équipe et on vient d'ouvrir une trentaine de postes à peu près. Donc là, tu vas... Ah d'accord, ok. Ça va faire presque x2 dans pas longtemps encore. Bah 100 plus 30, c'est pas exactement x2 encore. Attends, c'est Julien Masson. Hein. Donc, moi, je suis le matheux, hein. T'as compris ? Tu verras. Si tu veux des sous, tu me demandes à moi. Je suis le comptable. C'est ça. Donc, dans le podcast, on va parler donc, du 0 to 1, que nous explique un petit peu les débuts. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Jonathan de John Stories qui nous connecte. Ensuite, on aura une partie sur le scale. On va creuser des points précis qu'on a préparés ensemble avec Émeric. Et la dernière partie, c'était un partie sur le Next Game. En fait, finalement, tu fais tout ça, tu te lèves tôt, tu te couches tard, pourquoi ? Et peut-être à la fin, rebondir sur des gens que t'aimerais bien inviter dans le podcast, les livres que tu lis, etc. Voilà, donc bienvenue. Merci beaucoup. Bon, et pour corriger un petit truc, si je peux me permettre, je ne me lève pas tôt. On pourra en parler, mais je ne me lève pas tôt du tout. Ok, bon, ça dépend ce que tu dis pas tôt. Hein. Moi, c'est avant... Enfin, en gros, je prends pas de meeting avant 11h. Normalement, avant 11h, j'existe pas trop, tu vois. Après, je peux me réveiller vers 10h, 9h30, 10h, mais pas... T'es pas un lève-tôt, ok. On oublie cette partie de la légende pour se concentrer sur le 0 to 1. Si on se remet sur 2018, comment se fait les débuts, en fait ? Peut-être le tâtonnement, pourquoi tu te lances, etc. Ouais, on a lancé, en fait, tout de suite à la sortie de l'école avec Oscar. Oscar, mon cofondateur, on s'est rencontrés en prépa quand on avait 17-18 ans. Et moi, j'ai fait une école d'ingénieur, lui, il a fait une école de maths. Et en dernière année, j'avais pas trop envie de retourner en amphi dans des cours magistraux et tout, donc je l'ai appelé, je lui ai dit viens, on monte une boîte, on verra un peu ce qui se passe sur la route. Je lui ai pitché 2-3 idées, et notamment une des idées, c'était de monter un comparateur de prix pour les chaussures, donc un truc un peu aucun rapport, mais on est parti là-dessus. Et voilà, et puis quelques pivots plus tard, on s'est retrouvés peut-être 1 an et demi après à lancer Stockly, après avoir essayé plein de trucs. T'as quand même obtenu ton diplôme, nager. Ouais, j'ai obtenu mon diplôme. Mais bon, j'ai pas fini ma scolarité au Pont. En fait, j'étais au Pont et bon, pour plein de raisons, je n'avais plus envie d'aller là-bas. Et j'ai fait ma dernière année à Télécom où on m'a super bien accueilli. J'étais leur auditor libre là-bas et puis ils m'ont tamponné mon diplôme des Ponts. Donc oui, je suis tout à fait ingénieur diplômé. Voilà. On fait la pub pour cette école. Voilà. Comment t'as identifié Stockly ? Comment c'est venu à travers... Bon, tu vas pas raconter tous les pivots, mais comment t'as compris qu'il y avait ce problème ? Ouais, au début, on aimait bien le marché du e-commerce parce que c'était un marché dans lequel on croyait bien, ça grossissait vite, on voyait que c'était un marché qui était en train de prendre et surtout, on aimait bien le fait qu'on pouvait tester assez facilement entre guillemets, mais l'attraction. Plutôt que de faire, dans les autres idées que j'avais, c'était genre faire des apps consumer ou des choses comme ça, où c'est un peu des boîtes noires. Tu sais pas trop comment ça marche, tu sais pas si tu veux un jour le monétiser. On aimait bien l'idée du e-commerce parce que le comparateur de prix, en l'occurrence, on pouvait tester l'attraction, le truc, les coûts par clic, la rentabilité assez vite du modèle. Donc on a commencé par ça. Après, on s'est rendu compte que le modèle du comparateur de prix, c'était un modèle dans lequel on croyait pas trop pour l'avenir, de façon générale. On a essayé de proposer un peu les bouts de produits qu'on avait, on s'est dit à quoi ça peut servir, on s'est dit pourquoi pas fournir une application pour les boutiques physiques
qui vendent des chaussures, parce qu'on était sur la chaussure, pour qu'ils puissent vendre des produits quand ils, en plus dans leur magasin, quoi, qu'ils aient une petite tablette où tu peux vendre des produits en plus quand le consommateur il vient dans ta boutique et t'as pas ce qu'il veut, parce qu'on se disait, bah, en fait, le e-commerce, t'as tellement plus de produits que ce que tu peux stocker dans un magasin, on peut peut-être leur apporter cette force de frappe. On a fait plein de pivots comme ça. À chaque fois, on voyait des freins, des barrières, et d'un autre côté, on identifiait des opportunités. Donc, par petite itération c'était comme court, ça. Ces pivots, c'était court. Ouais, quasiment tous les mois, on testait une nouvelle ouais. idée. Et on testait peut-être 2-3 idées en même temps. Et vraiment, tous les mois, on changeait de truc, et on se butait, on repartait sur le code tous les deux, et après, Donc lui, il développe le suivi. Oscar et moi, ouais, tous les deux, vous développez. on développait au début. Après, quand on a lancé Stockly, une fois on s'est un peu fixé sur cette première idée, qu'on s'est dit, OK, là, on va commencer à chercher un peu de financement pour vraiment aller sur cette idée à fond. Là, j'ai complètement arrêté de coder. Donc, c'est lui qui a repris cette casquette. C'est lui qui il a un profil mathématicien, tu disais. Lui. Ouais. Et puis, il est beaucoup, beaucoup plus intelligent que moi, donc c'est très bien qu'il fasse ça. Le moment où se fait le dernier pivot, qu'est-ce qui vous convainc qu'il faut vraiment foncer sur Stockly? Il y a un premier client, une première approche? En fait, plus on avance vers l'idée de Stockly, plus les pivots ralentissent, parce qu'on se rend compte qu'on touche peu à peu, ça converge, quoi. On se rend compte que peu à peu, on touche à une idée vraiment grosse sur laquelle on croit, on affine notre positionnement. Jusqu'au moment où on est contacté par les Galeries Lafayette qui a identifié parce qu'on on avait fait un premier incubateur en gros, qui nous fournissait des bureaux gratuits, donc pour nous c'était super, on pouvait avoir un endroit où bosser, etc. Via cet incubateur, les Galeries Lafayette nous avaient identifié, ils ont dit OK, en fait votre tagline c'est un truc vraiment qui nous intéresse, donc venez pitcher. C'était à l'époque via leur accélérateur Lafayette Plug and Play. On est allé pitcher, on a été pris dans leur batch, ils avaient une promo de, je sais pas, une 10-15 de startups comme ça par an, ou peut-être 2 fois par an, pour essayer de bosser avec les galeries. Et très vite, on s'est rendu compte qu'ils étaient hyper chauds, que le truc était pertinent et que, en fait. Donc ils l'ont vraiment mis en œuvre, c'était pas que du vent. Ouais, bien sûr. Et franchement, ça a été notre premier. On bossait, on avait un petit produit qui tournait avec des tout petits sites e-commerce ou des boutiques physiques même à qui nous-mêmes on avait développé le site e-commerce pour pouvoir tester le modèle et faire les premières ventes sur le modèle opératoire qu'on essayait de développer. Mais notre premier client de taille moyenne plus quoi, c'est vraiment les galeries qui nous a donné notre chance en premier. C'était quoi ta tagline à l'époque? Ça a peut-être pas changé, Non, c'était maintenant c'est un peu plus large. Avant on était vraiment focalisé sur les ruptures de stock, on disait continuez à vendre même quand vous êtes en rupture de stock. Maintenant on fait des choses un peu plus larges dans le sens où on permet à un site e-commerce de vendre un produit Stockly quand il est en rupture de stock. Aussi potentiellement il peut élargir son catalogue, vendre des produits qu'il a jamais eu en stock, même jamais eu sur son site. Également. Tu peux expliquer concrètement pour nos auditeurs comment ça fonctionne, parce que ils sont pas forcément familiers d'ailleurs avec le e-commerce, la façon dont ça fonctionne, et justement le point où tu viens les aider, parce qu'en fait c'est comme tu le disais, c'est plutôt back-end, c'est plutôt dans l'organisation de la vision des stocks. Alors on comprend l'utilité, parce que du coup si on comprend bien, c'est que ça te permet aussi de vendre des choses que t'as pas, et donc derrière il faut que tu t'assures qu'à un moment tu vas pouvoir les délivrer. Donc si tu peux rentrer un peu dans le... Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc, une transaction Stockly, comment ça marche? Toi, en tant que consommateur, tu vas sur site.a.com. On va prendre l'exemple des galeries. Tu vas sur le site galerielafayette.com. Tu vas acheter un produit qui est potentiellement pas dans leur inventaire physique, soit parce que il était rupté en rupture de stock, soit parce que c'est carrément un produit qu'ils n'avaient pas avant, mais tu vas avoir le produit comme disponible sur le site, comme s'il était donc eux, ils l'affichent comme disponible. Ils l'affichent, tu l'achètes sur galerielafayette.com à un prix normal, comme si le tu produit payes était... comme si le produit était là. Exactement. Et derrière, la commande, elle tombe chez nous, derrière backstage, quoi. On va attribuer la commande au meilleur fournisseur du réseau qui a l'exact bon produit en stock et qui match les conditions de service, etc., qui a le meilleur score. Est-ce que tu appelles le réseau? Et le prix auquel tu l'as vendu? Ouais, tout à fait. Après, c'est nous, ça, on fait notre tambouille. Et c'est ce fournisseur qui va directement l'expédier chez toi en marque blanche. Et de cette façon-là, toi, tu vas avoir ton produit livré au bon prix avec les mêmes conditions de service, qu'on appelle les SLA en e-commerce. Et Galerie Lafayette et le fournisseur, les deux vont partager la marge sur la transaction. Ok, donc le client, il a l'impression qu'il achète via Galeries Lafayette, il a pris le produit, il a payé son prix, et il s'aperçoit pas qu'en fait, à l'instant où il a acheté, en fait, Galeries n'avait pas le produit, et toi, tu t'es arrangé pour trouver le produit qui match l'offre et les délais. Exactement comme quand tu achètes sur une marketplace, en fait. C'est sensiblement la même expérience, comme quand tu achètes sur Amazon et que ça vient d'un vendeur tiers. Tu vas être livré par un tiers. Donc là, c'est vraiment exactement la même expérience que tu vas vivre en tant que consommateur. Grosse technicité derrière, parce que du coup, il faut que tu as plein de revendeurs ou de fournisseurs potentiels. Tu es obligé d'aller taper dans leur stock pour voir si ça y est. C'est le réseau, c'est ce que tu appelles le réseau. J'étais en train de me dire, comme ça, je réponds à ta question au passage que j'ai un peu, excuse-moi, pas attrapé.
On a en effet, donc dans chaque transaction Stockly, vous avez compris, il y a deux parties. Il y a le demander, c'est la marketplace sur laquelle on va vendre le produit, et le supplier, c'est le site fournisseur qui va mettre à disposition son stock, qui va mettre son stock à disposition des autres. On a des centaines de suppliers qui sont branchés à Stockly. On va scanner en live leur catalogue, ils vont nous transmettre leur information de stock, on regarde les produits, à chaque item, chaque produit qui va nous mettre à disposition, on va attacher ce qu'on appelle des shipping contracts, c'est-à-dire qu'on sait que tel produit est expédiable dans telle liste de pays, à tel prix pour chaque pays, avec telle condition de livraison, telle condition de retour, etc., etc. Et en face, côté demand, on va scanner les catalogues, on va regarder partout où est-ce qu'on peut pousser du stock qui est pas déconnant. On va identifier, parfois il y a des concepts de prix, de target price, c'est-à-dire de prix cible et de choses comme ça. On va faire ce matching et ensuite on va pousser les offres sur les marketplaces. Ouais, ça se fait automatiquement tout ça. C'est pas le demandeur qui va choisir sur un catalogue. Non, bien sûr. Tout ça se fait automatiquement et de façon très quantitative. T'as dit en effet, on avait des dizaines de millions de produits. Maintenant, je crois qu'on a dépassé très récemment, excuse-moi, j'étais peut-être pas tout à l'heure, mais on a dépassé les 100 millions de références qu'on a dans notre entrepôt virtuel, quoi. Donc, c'est en effet une approche très quantitative et automatisée. Et le business model, d'ailleurs, il est autour de ça, j'imagine, pour les demandeurs. Ouais, alors. Ils achètent ce stock, enfin, l'accès à ce stock. Le demander, il va prendre une commission sur la vente. Donc, quand on va vendre le produit à toi, on va te vendre un pull sur galerielafayette.com à 100 €. Galerie Lafayette va prendre une commission là-dessus, sur ces 100 €. Et nous, avec le reste de l'argent, on achète un instant de raison après le produit chez notre fournisseur et on te l'expédie. Et nous, on prend du coup une marge entre les deux. D'accord. Et du coup, d'un point de vue expérience client, est-ce que ton colis, il ressemble à Galerie Lafayette? Vous allez jusqu'à personnaliser le carton? Non, c'est des colis neutres. C'est ça le sujet. Comme sur une marketplace. C'est vraiment le standard de marché qui est en train de s'imposer. Mais dedans, tu dois quand même avoir des conditions de retour qui sont liées à la marque, ce genre de choses? Non. Tout ça en ligne. T'as ce qu'on appelle une pack list, genre une packing list, t'as genre une liste de ce qu'il y a dans ton colis, quoi. Après, on travaille que à l'intérieur de l'Union européenne, donc t'as pas de zone douanière, donc t'as pas besoin d'avoir de trucs avec le prix ou t'as pas de complexité de documents comme ça dans les colis. Donc c'est vraiment des colis neutres, une box pas sans marque. Et pour une demande de retour, tu vas tout recevoir par email directement, pas physiquement dans le colis. T'as craqué ce truc-là, ça rentre pas dans le carton. Quand t'as lancé le produit, c'était quoi la vraiment grosse key future, ce que t'as dû craquer? C'est un peu ça, parce que c'était très compliqué au début. Déjà, on voyait on a fait le pari de se dire que c'était le standard qui allait se mettre en place dans le e-commerce, ce qui était un pari gagnant, parce que 5 ans plus tard ou 6 ans plus tard. Oui, c'était pas gagné à l'époque, quoi. On voyait que ça commençait à se mettre, parce que c'était un peu le standard Amazon & Co. de dire, en fait, quand tu fais expédier le produit par quelqu'un d'autre, c'est pas nous qui avons inventé le concept du 3P, c'est-à-dire de faire expédier un colis par un vendeur tiers. Et on voyait que le standard qui était en train de s'imposer sur le marché des marketplaces, qui nous paraissait évident, c'est le colisage neutre. C'est trop compliqué de faire du custom pour tout le monde. Ouais. Exactement. Sauf sur les marques assez premium, j'imagine, ou trop premium. Ouais, mais même elles commencent, enfin, en tout cas, ouais. Et donc, c'était pas évident, parce qu'au début, même nos fournisseurs ne voulaient pas faire du neutre. Parce que tu vois, il y avait plein de fournisseurs qu'on avait, avec qui on signait, qui avaient des super stocks, et ils voulaient pas, bah ouais, il disait, moi j'ai mes trucs brandés, je suis pas habitué à vendre sur des marketplaces, donc j'en sais rien. Moi j'étais box neutre. C'est même pas un frein technologique, c'était un frein un peu. Ouais, mais c'est un peu techno aussi, parce que tu dois quand même dans leur système de logistique, faut qu'ils puissent distinguer les commandes pour dire ok, mais là je veux un emballage différent. Ouais, okay. T'as un frein business. T'as un routage à faire. Ouais, et quand t'es petit. Bah, le mec il a pas envie de faire l'effort pour toi d'aller mettre un truc spécifique dans son entrepôt, etc. Donc ça c'était pas évident. Au début on a un peu hacké le truc, on passait par un entrepôt tiers, on a trouvé un partenaire avec qui on faisait ça, on faisait du cross-dock, on faisait livrer les colis quelque part, on neutralisait le colis, c'est-à-dire qu'on faisait en sorte que le colis soit plus brandé, on le réexpédiait jour même. Et tu récupérais le colis avec le carton du client et tu le sortais pour le mettre dans un colis, c'est ça que ouais, ou alors on enlevait le scotch brandé ou truc comme ça. On avait un process de cross-dock. C'est ce qu'on voit pas dans l'aventure au départ, quoi. Ouais. Non mais c'était et d'ailleurs au début ce centre, ce qu'on appelle dans notre tech on appelle ça un centre de repackaging, c'est un concept du coup qu'on a dû informatiser. Au début c'était les bureaux, donc on faisait des colis vraiment nous à la main, on faisait tout livrer au bureau. Ouais, tu changeais les colis. Ah ouais, on faisait tout nous, on expédiait tout depuis le bureau. Ça devait être de la folie à un moment donné. Là. Et après, mais après maintenant 99,9% des colis qu'on expédie maintenant sont directement du fournisseur au client final, et le 0,1% restant c'est des cas hyper particuliers aussi pour analyser nous, parce qu'on fait des checks pour vérifier que les suppliers respectent bien leurs engagements, donc parfois on fait aussi des vérifications, etc.
Et justement, si on passe au scale, c'est un enjeu que j'avais envie de creuser parce que tu l'as dit, ton business model, en fait, c'est de prendre une commission sur les ventes. Et donc, en fait, il faut tout de suite que tu penses à la massification parce que ton business model va être viable que si jamais tu fais beaucoup de ventes. Et donc, tu m'avais dit dans notre échange que tu avais directement essayé de concevoir un système qui va scaler, où tu dis, je peux faire x20. Et donc, en fait, tu as pris pas mal d'étapes. Et tu les as pensées en disant de toute façon j'aurai pas le choix, il faudra un moment que je pourrais pas faire ça dans mon bureau tout seul. Tu peux revenir un peu sur les étapes et sur les méthodos que tu as mis en interne, parce que j'imagine que tous les entrepreneurs qui nous écoutent, ils ont aussi envie de scaler et ils savent qu'aussi c'est la partie un peu compliquée. Ta rigueur d'ingénieur, comment tu l'as mis C'est gentil, ouais. Bon, déjà je pense qu'on est encore au tout début et j'espère en toute humilité, mais je pense qu'on est encore au tout début du scale de Stockly. Et donc, le plus dur reste à faire. Donc, je veux pas prétendre faire le gourou en mode j'ai scalé super bien, prenez exemple. En vrai, je pense qu'on est encore au tout début et qu'on est au millième, j'espère, des problèmes qu'on va rencontrer. Alors, ceci étant dit, je pense qu'il y a 2 niveaux différents sur le scale. Il y a le scale technologique et il y a le scale organisationnel. Sur la technologie, tant qu'on n'était pas serein sur le produit qu'on lançait, c'est-à-dire les pivots, mais même au début, c'est-à-dire les 3-4 premiers mois de vraiment Stockly, hein, après la suite de pivots, on faisait les langages les plus rapides et les plus faciles à itérer. C'est-à-dire qu'on bossait en full JavaScript, le back-end était en Node, donc c'était très flexible. C'était un langage qui était très propice à introduire des bugs, mais on s'en foutait parce qu'on voulait juste shipper des trucs rapidement et itérer. Dès qu'on s'est dit, OK, là, on passe en mode scale, c'est-à-dire qu'on va vraiment livrer un produit pour de vrai, à un vrai partenaire, etc., donc aux galeries, on a senti que notre produit, on commençait à se faire une grosse conviction sur le produit qu'on était en train de développer. On a tout. T'as fait du refacto de code. Ouais, et on a tout mis sur Rust. On a tout bougé en Rust. Donc on a réfléchi à quel Rust langage, pour les auditeurs. Rust, c'est un langage bas niveau qui est extrêmement fiable, avec une gestion des erreurs qui est très précise et sur lequel c'est difficile d'introduire des bugs. C'est plus dur de coder, mais qu'un langage comme JavaScript. Mais par contre, tu peux pas introduire de bugs. Déjà parce que c'est typé, sans rentrer trop dans la technique, mais en bref, c'est un langage plus rigide et beaucoup plus moderne à la fois. Et donc là, tu repars de zéro. C'est-à-dire que tu as ton produit qui marche bien et tu refais le refacto. Ouais, sur une grosse partie, sur toute la partie cœur. Après, les parties un peu externes qui communiquaient avec l'extérieur, notamment, on avait beaucoup de scrappers à l'époque pour aller récupérer des données un peu à l'arrache chez nos fournisseurs et tout. Ça, on l'avait laissé en JavaScript, ça marchait bien. Mais comme si on avait refait de zéro un système de core banking, tu vois, ou de trading, tu de dis, banque. Il faut que ça soit super solide dès le départ, quoi. Exactement. Donc ça a été un choix fort, en effet, où on s'est dit direct, là, on va pas blaguer, on est là pour faire un gros truc, donc on va pas commencer à avoir de la dette ta techno directe. 1 pour en faire une V2 from scratch. Ouais, dès le début, dès qu'on a une. Et après, sur le côté organisationnel, en effet, je pense qu'on a une culture, on aime bien se voir toujours 10 ou 20 fois plus gros que ce qu'on est vraiment. Ça a des avantages et des défauts. Parfois, on a tendance peut-être à surprocesser un petit peu. Alors, pas au sens où pas dans la lourdeur, mais dans le sens où on se pose beaucoup de questions. On se dit, OK, est-ce qu'on doit faire ça, même sur des petits détails. C'est un bon point parce que souvent, on oppose justement mettre des process, avoir de la rigueur avec en fait l'agilité et la flexibilité dont tu as besoin dans ces orgas. Tu peux revenir là-dessus et je sais que vous avez mis pas mal de petites choses, email zéro, email box, inbox zéro, exactement, j'aime bien ça. Pareil, il y a pas mal de choses comme ça où t'as essayé de penser en te disant c'est pas forcément du process, mais il va falloir que ça pulse et donc du coup j'y pense au départ. Ouais, je pense que assez tôt dans l'aventure, après, je pense qu'on a cette culture-là avec Oscar et avec les premières personnes dont on s'est entouré qui nous ont rejoints dans l'aventure, mais on essaye de faire des trucs un peu carrés et assez vite, on a défini les concepts de travail autour desquels on voulait travailler. T'as quelques exemples concrets? Ouais, bien sûr. Inbox Zero, c'en est un super. Inbox Zero, c'était un zéro mail dans toute la boîte. Ça veut dire que une fois par jour, tout le monde a l'obligation d'avoir 100% de ses notifications Notion et ses emails archivés. Ta boîte mail doit être vide. Archivée. Pas traité forcément, archivé. Ça veut dire que ta boîte mail doit être vide. Tu peux snoozer, t'as des règles après, on a une documentation qui est publique d'ailleurs, je pourrais vous partager. Tu peux renvoyer le mail à plus tard. Tu peux le renvoyer le mail à plus tard. Par contre, si c'est plus de 2 jours après, tu dois acknowledge le fait que tu as reçu le mail auprès de ton interlocuteur, dire OK, je te répondrai à telle date et t'engager sur une date. Tu as des règles comme ça assez précises de comment tu gères tes notifications. C'est pareil pour les emails, c'est pour communiquer avec l'extérieur. En interne, on n'échange pas de mail, on n'a pas le droit. On parle que en asynchrone via des notifications Notion principalement. Notion, c'est un outil de collaboration que la plupart des gens connaissent maintenant. Parce qu'on l'a mis en place en 2018 dans la boîte. Je crois qu'on était genre vraiment parmi les premières boîtes en Europe à le tester.
Et de cette façon-là, tu peux être sûr que l'organisation va toujours te donner une réponse dans les 24 heures. Parce que tu vas jamais être bloqué, parce que tu n'as pas une réponse parce que tu as la garantie que tous tes collaborateurs, une fois par jour, ont traité l'intégralité de leurs notifications, ou que tu as une réponse, ou que si il n'y a pas une réponse qui est possible d'avoir tout de suite, tu vas avoir une deadline qui va t'être communiquée par la personne dont tu as besoin, etc. C'est devenu une vraie culture d'entreprise. Ouais, c'est vraiment très important et c'est un peu la culture de l'asynchrone. Parce que être inbox zéro, ça veut surtout pas dire passer sa journée à dépiler des notifications. Bah ouais, c'est exactement l'inverse en fait. Ouais. C'est exactement l'inverse. Ça veut dire que tu dois avoir des créneaux dédiés dans ton agenda pour dépiler tes notifications et le reste du temps, tu ne vas pas être dérangé parce que par définition, c'est asynchrone. Donc, tu vas dépiler tes trucs, mais par contre, le reste du temps où t'es pas en train de dépiler tes mails ou tes notifications Notion, t'es en train de te concentrer sur tes sujets. Ouais, c'est une discipline. Exactement. Et Notion, il vous sert à quoi dans la boîte? Parce que t'étais un des précurseurs à le mettre en place. Vraiment, il y a deux gros volets. Il y a le volet documentation et le volet exécution. Le volet documentation, c'est tout le savoir de l'entreprise qui est centralisé dans plein de documents, dans des pages, etc., des sous-domaines. Donc là, voilà, c'est vraiment... Comment tu fais vivre ça? C'est un sujet qu'on a pas mal. Tout le monde commence à faire des knowledge base, puis en fait, tu complètes, t'as partout, puis en fait, ça fait une arborescence où tu commences à avoir des trucs partout. Et t'as une culture là-dessus pour essayer de trier un peu et de faire un peu de nettoyage. Parce que j'ai un peu l'impression, quand je vois pas mal d'organisations, que bon, ça s'accumule. Heureusement, maintenant, on commence à avoir les bots pour pouvoir les interroger. Mais ça s'accumule et du coup, vous avez une rigueur aussi pour cleaner un peu les trucs. Moi, je pense que ça passe par deux choses, c'est de la formation et du process. Formation, ça veut dire que tous les nouveaux qui arrivent, ils ont un training sur Notion, on leur explique comment il faut s'y prendre, comment l'espace marche et c'est quoi les règles d'hygiène sur Notion, mais comme sur Drive ou je sais pas, sur Teams ou Microsoft. Voilà, SharePoint, tes documents, t'as des règles sur comment tu ranges les dossiers, les trucs et tout. Bon, sur Notion, c'est pareil. Il y a des règles, il y a de la formation, les personnes qui arrivent, elles ont un training sur Notion pour dire, ok, c'est comme ça qu'on gère les documents, c'est les règles, les footers, les headers, les trucs, les titres doivent être comme ça. Ouais, c'est clean, quoi. Ça, voilà, il y a les gens. L'environnement de travail, il est méga. Exactement. On leur apprend et on apprend à tout le monde, tous les nouveaux arrivants, à comment gérer ça de façon propre. Et la deuxième partie, c'était l'exécution, faut pas qu'on la rate. Ouais, t'inquiète. Et je pense que la deuxième clé pour maintenir un espace propre, c'est du process. C'est faire en sorte que chaque page ait un owner, un propriétaire, un responsable, on va dire. Ouais. Et qu'il y ait des process de review, de revue récurrente de ces pages-là, qui repassent derrière, qu'en fonction de l'importance de la page, cette revue peut être plus ou moins fréquente. Mais derrière, normalement, si tu mets ces deux trucs-là bien en place, une sorte d'audit rythmé de page, d'hygiène. Ouais. Parce que je trouve que ça dérive pas mal. Là. On voit quand même beaucoup de gens qui l'utilisent. C'est une bonne tips. C'est une bonne team. Ouais, c'est un bon tips. C'est un bon tips, je trouve. D'aller voir les pages régulièrement. Déjà d'avoir un honneur par espace, quoi. Ouais. En fait, c'est marrant. On avait mis ça en place peut-être en 2019 ou 2020. Le principe, donc nous, c'était dans le footer de chaque page. T'as un honneur avec. Alors désolé pour toute la boîte, on est complètement documenté en anglais. Donc quand je fais des anglicismes, c'est pas pour faire le relou qui parle anglais. C'est vraiment juste, je dis les mots qu'on dit dans. Ouais, c'est ça. Je me l'appelle. C'est un startup Startup Nation. Mais donc chaque page a un responsable et après à côté il y a un tag avec un mémo qui va générer une notification chez lui en fonction de la prochaine fois qu'il doit revoir la page. Et depuis Notion, 2-3 ans plus tard, a mis en place directement dans Notion cette fonctionnalité. Ça s'appelle un Notion Wiki. On peut transformer une page avec cette fonctionnalité. Et donc chaque page dans Notion peut nativement avoir un responsable et un reminder d'aller vérifier. Exactement. C'est super intéressant. Il y a un truc qui m'avait amusé parce que je trouvais c'était assez inédit, c'était de mettre des tickets entre les équipes en interne. Et finalement, quelque part, je trouve ça assez simple. Tu peux expliquer ce que c'est peut-être la notion de ticket? Alors, je pense qu'il expliquera bien mieux que moi, mais si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, tu as des équipes en interne qui travaillent ensemble et qui peuvent avoir à délivrer et quelque part, tu les considères comme un client. Et donc, en interne, c'est pas parce que tu es dans la même boîte que c'est pas la même chose, tu dois délivrer quelque chose. Et donc, du coup, tu fais du ticketing. Ouais, tout à fait. Et ce qui fait une très bonne transition parce que c'est exactement, typiquement le volet exécution de Cancer de Notion aussi. Les tickets, les projets, tout ça, c'est vraiment de l'exécution. C'est pas du savoir en soi, c'est du travail à faire, des projets, des pages, des tâches, donc le concept de ticket, alors moi je ne suis que le messager, c'est pas moi qui ai créé ce concept-là, hein. Ni qui l'ai créé, ni qui l'ai implémenté à Stockly. Franchement, moi je suis vraiment que le messager de ce truc-là. Ouais, c'est Pierre Vigan qui nous a rejoint très tôt dans l'aventure. En 2019 ou 2020, qui venait de chez Amazon, qui a mis en place assez vite, avec Oscar aussi, tous ces concepts de inter-team communications, donc comment les équipes doivent interagir entre elles.
Et à l'époque, on était 12-13, donc ouais, ça peut paraître complètement absurde parce on était 3-4 équipes de 3-4 personnes. Oui, tu dis que tu aurais pu te parler dans le bureau. Ouais, bon, on se parle dans le bureau. En plus, on a une culture hyper présentielle à Stockley, donc c'est le cas. Mais on voulait que ce soit hyper carré et que tous, mettre en place dès le début une vraie culture de l'écrit et une vraie culture asynchrone, les deux. Si vous voulez creuser le sujet, il y a le livre Working Backwards sur Amazon de Colin Breyer, qui est le Chief of Staff de Jeff Bezos, qui décrit ce système. C'est assez intéressant. Bon, voilà, il en parlera peut-être mieux que moi. Non, mais ça pourrait plonger vraiment dans le détail, mais d'avoir un truc concret qui est pas chez Amazon, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que ça change dans une boîte maintenant? Du coup, ça a mis du process. Les équipes, peut-être celui qui arrive, il se dit voilà, attends, les mecs sont 15 et ils commencent à mettre du ticketing. Mais donc du coup, ça demande de la rigueur. Ça impose de suivre le process. Qu'est-ce que tu as gagné vraiment avec ça? En fait, ça allège tout le monde parce que déjà, ça te force à templater énormément. Ça veut dire que dès que tu as une demande qui est récurrente, une table de tickets, tu vas tout de suite créer dès que tu as 2-3 fois le même ticket à créer pour une autre équipe. Tu peux prendre un exemple comme ça? Ouais, un exemple. Je vous dis un truc tout con. Tu demandes, tu veux un congé payé, tu veux poser un congé. Tu vas faire un ticket à l'équipe People, même si à l'époque il y avait qu'une personne dans l'équipe People, tu vois. Mais tu fais un ticket dans la table People. Bon, bah, la première fois que tu fais un congé payé, c'est genre un ticket custom. En fonction de t'as des niveaux de sévérité, 1, 2, 3, 4, 5, en fonction de l'urgence du truc. Donc un congé payé, c'est typiquement un truc sévérité basse, parce qu'il n'y a aucune urgence à traiter le truc. Il pose son congé, la personne, et puis voilà. Et après, on peut le traiter plus tard. Mais la deuxième fois qu'on le pose, la personne de l'équipe RH va dire oui, en fait, ça c'est une demande récurrente, donc je vais créer un template. Donc quand la personne elle va créer un ticket, elle va créer le template directement. Elle a juste à renseigner sa date et taguer son manager, et après c'est fini quoi. Lui il a plus rien à penser et il fait confiance à l'équipe People, pour l'équipe RH pour gérer le truc proprement. Et les étapes de résolution du ticket, c'est-à-dire aller dans PayFit pour renseigner le congé payé, prévenir ça, enlever son agenda, il faut faire ça dedans pour prévenir les autres tout ça c'est documenté directement dans le template du ticket. Et qui a pensé à tout ça? Ça se fait assez naturellement en fait. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est les axiomes de comment tu communiques entre les équipes. Ouais. Et après, derrière, l'intelligence collective, elle fait son travail. C'est-à-dire que la personne du People, pour reprendre cet exemple, il est libre d'imaginer son template. Exactement. Et chacun crée ses templates. Maintenant, en People, il va y avoir peut-être 100 templates de tickets People. En fonction de ce que tu cherches dans les templates. Ah ouais, ok, pour un arrêt maladie, c'est ça, tu cliques. Et t'as juste un petit esprit geek un peu à tous les étages, dans le bon sens du terme de la boîte. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, il y a d'autres choses que vous avez mis en place qui vous ont aidé après avec le recul à bien scaler. Et du coup, t'es content de te dire, putain, maintenant on est 100, heureusement qu'on a mis ça en place. Honnêtement, je suis pas très bon pour regarder dans ce sens-là. Moi, j'ai plutôt l'habitude de regarder dans le sens, qu'est-ce qui va péter quand on sera 200 ou 300. Donc, sur ça, j'ai plus l'habitude de réfléchir dans ce sens-là. Maintenant, je pense que de façon générale, peut-être ça répondra aussi un peu à ta question d'avant, c'est-à-dire, est-ce que les gens ils se disent c'est pas trop lourd ou... Par moment, on peut s'emmerder sur des détails, tu vois. On pourrait se dire, ok, mais attends, telle ligne, on peut aller challenger, telle ligne, tel truc, telle étape 8 de résolution de ce ticket dans le template, est-ce qu'on est sûr qu'il faut pas la faire avant l'étape 9? Et en fait, on pourrait juste s'en foutre et c'est pas grave, et on avance, tu vois. Mais au final, c'est une culture, déjà pour l'instant, qui nous a relativement bien réussi, la boîte se passe bien. Et ensuite, je pense que c'est en effet grâce à ça en partie grâce à ça que ça a jamais pété sur rien, tu vois. On a jamais on s'est jamais senti grandir trop vite par rapport aux capacités de travail de l'organisation, quoi. Est-ce que ça a un impact sur tes recrutements, dans le sens, est-ce que du coup, tu vas recruter des gens qui peuvent être sensibles à ça, ou en fait, les gens vont le devenir parce qu'ils vont se mettre avec la culture? Comment tu... Parce que t'as un esprit un peu nerd quand je t'entends. Ouais, je suis un gros geekos. Ça se sent. Ouais, franchement, moi, je suis pas du tout un geekos dans la team, tu vois. Je suis le moins geekos de la team. C'est un bon point, ouais, sur le recrutement. Franchement, ça fait que on est très sensible à l'attention aux détails, en fait. Bon, non seulement, après, on aime bien les geeks en général, c'est sympa, parce que pour moi, geek, comment je le définis, c'est des gens qui se prennent pas au sérieux. Et c'est un peu, pour moi, c'est un trait de caractère qui est hyper important. Je pense que c'est probablement dans les valeurs humaines qu'on recherche chez les gens. Alors, il y a d'autres critères dans le recrutement, mais c'est vraiment des gens qui se prennent pas trop au sérieux, tu vois, qui aiment bien essayer des choses. Ouais, qui aiment bien essayer des choses et qui sont low ego, tu vois, qui sont pas en mode qui se la pètent, qui croient qu'ils sont au-dessus, parce que non, tout le monde parle de tout, on parle de tout, c'est trop marrant d'avoir des passions random. Nous, les devs et les business qui ont jamais vu une ligne de code, ils peuvent être meilleurs potes et rigoler, aller à l'escalade ensemble et parler de films croates. Enfin, tu vois, chacun ses délires et
Ouais, on se prend pas au sérieux. Et ça, c'est vraiment très communautaire. Donc c'est ça que tu recherches en premier. Donc ça, en tout cas, c'est un truc assez important. C'est assez important. C'est pour illustrer quand tu parles de culture geek. Pour moi, c'est vraiment lié à ça. Tu vois, c'est genre, il y a pas de sujet plus ou moins important que d'autres. D'ailleurs, dans nos process de recrutement, on fait systématiquement des exercices de logique, et nos exercices de logique sont très très absurdes. Enfin, en apparence, tu vois, c'est genre des trucs un peu. Vas-y un exemple. Bah, je peux pas les donner. Après, ils vont se discloser. Non, mais je peux te donner un exemple. C'est genre, je sais pas, des exos de logique de base. À au moins, t'as des chevaux qui courent à des vitesses différentes. Tu dois savoir. Il y a un village, machin, non. Voilà, des exos de logique, mais des exos de logique pas, c'est pas avec des tricks un peu bizarres. C'est vraiment des. Ouais, t'es pas chez Google à résoudre des algorithmes à dormir debout, quoi. Ouais, c'est un des exos où tu peux vraiment collaborer avec la personne pour essayer de trouver la meilleure solution. C'est des réseaux en général qui sont assez progressifs, donc tu peux avancer vers une solution peu à peu de mieux en mieux. Il n'y a pas une seule solution. Et du coup, ça nous permet aussi de voir si les gens ils se prennent au sérieux en mode bah non, c'est quoi cet exo de merde, ça m'emmerde, faire ton énigme. Ouais, bien sûr, ça arrive plein de fois. Et c'est pas grave, tu vois. Ouais, grave, c'est pas grave. Parce qu'en fait, la personne, quand elle va être chez nous, elle va se prendre la tête sur des détails, sur des tickets, sur des process, sur des trucs. Donc, le fait qu'on teste un peu sa capacité à se prendre la tête sur. Ça drive tes recrutements quand même. Ouais, carrément. Carrément, ouais. J'ai une autre question qui a pas forcément grand chose à voir, mais un autre point que j'avais envie de creuser avec toi. On voit souvent des organisations qui sont créées par des ingénieurs, pensées par des ingénieurs, qui ont un produit très fort. Et ça pêche souvent du côté des ventes. C'est difficile d'avoir une culture très vente, très commerce, très marketing dans des organisations qui sont très ingé. Et la question que j'ai envie de te poser, parce que je sais que tu as un cycle de vente qui est assez court, c'est comment vous avez pallié à ça, quand vous avez un produit qui marche super bien, comment vous avez travaillé vos cycles de vente et comment vous avez favorisé cette vente dans une culture très, très geek ingénieur. Ouais. Bah, à part te dire que je suis un tueur en vente, non, t'as accueilli des gars beaucoup plus forts que moi, des gars au défi beaucoup plus forts que moi en vente, c'est sûr. Bon, je pense que on a dès le début, et avec le temps, construit un produit où c'était très facile de faire ton premier euro de chiffre en tant que retailer avec Stockly. On a fait en sorte que l'intégration soit extrêmement simple à tester. L'intégration, c'est pas 0 ou 1, c'est pas soit t'es branché à Stockly, tout est automatique et tu fais des millions, ou alors tu fais 0. C'est vraiment assez progressif et on peut commencer à faire du chiffre facilement. Et on a construit un produit où les retailers des deux côtés, que ce soit les demanders, c'est-à-dire les marketplaces chez qui on pousse du stock, ou les suppliers, ceux qui mettent du stock à disposition des autres, les deux sont globalement très incentivés à travailler avec nous. Donc, les cycles de vente sont courts parce que le produit se met facilement en place, quoi. Le produit se met massivement en place. Il est adapté aux besoins du marché. Et après, derrière, c'est pas grave si au début on fait quelques milliers d'euros avec les gars. Peu à peu, on va monter jusqu'à faire plusieurs millions, dizaines de millions d'euros. C'est quoi, comme dans les arts martiaux, tu leur fais passer des ceintures ou c'est plus de fonctionnalités? Non, c'est plus, on va automatiser des trucs, donc ça va baisser les coûts, donc ça va augmenter la compétitivité, donc il y aura plus de matching. Ça va être ouvrir des nouveaux pays, des nouvelles catégories. Bon, ça peut être. C'est quasiment un game, quoi, le truc. C'est intéressant, ça veut dire qu'en fait, dans la culture de vente que vous avez chez vous, très facile au début, et vous avez une grosse culture de l'upsell, aller vendre plus chez le client, suivre, traquer pour du coup faire monter l'utile usage, quoi. Exactement. Et c'est vraiment exactement ça, ce que tu as dit, c'est monter l'usage, plus que upsell, parce qu'on vend pas des produits différents, mais c'est que on met le pied pour montrer qu'on apporte de la valeur, qu'on fait du vrai business, et après on va optimiser les paramètres peu à peu pour vraiment doubler, tripler le chiffre d'une année. Ouais, donc monter l'usage, ça veut dire que tu vas leur en donner un peu plus à chaque fois, quoi. Mais de manière très progressive, c'est-à-dire que tu leur mets pas tout de suite toutes les fonctionnalités à disposition. Ouais, c'est ça. Et puis on va automatiser les opérations avec eux de plus en plus, on va automatiser la façon dont on gère le support client, le truc, on branche comme des petits modules peu à peu. Et comme ça, la montée en charge est progressive et en même temps, ça nous permet de passer du temps sur ceux avec qui on sait qu'on fait du bis, quoi. Ouais. Autre sujet qui n'a rien à voir, mais on est dans un marché, on a beaucoup parlé, le marché de la tech, il a quand même été pas mal chamboulé. On a eu beaucoup de choses autour des relations avec les fonds. On a eu beaucoup de sociétés qui ont été bootstrappées ici, et du coup, on a vu aussi les vertus d'avoir. Tu peux expliquer bootstrap? Bien sûr. On a eu Superprof qui est une croissance incroyable, qui s'est auto-financé, et qui du coup était très content d'être seul au capital et d'ailleurs de pas y avoir été poussé sur des valos complètement délirantes.
Et paradoxalement, t'as des fonds de VC qui accompagnent beaucoup et qui aident beaucoup à pivoter, à lever de l'argent quand il y en a besoin. Toi, t'as une super expérience et t'as annoncé une levée. Tu vas peut-être nous en parler un peu plus, mais j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce que finalement, il y a pas que le modèle bootstrap, il y a un modèle qui se passe bien aussi. Alors, t'as la chance d'avoir un métier une boîte qui marche bien, donc je pense que tout le monde est content. Mais tu peux revenir un peu là-dessus sur tes relations avec tes investisseurs, comment ça fonctionne et puis ta levée que t'as fait. Ouais, avec plaisir. Bah, sur le financement, franchement, on a eu beaucoup de chance. Ça s'est toujours hyper bien passé. On a fait le choix on a joué le jeu des levées de fonds, de pas être complètement tout seul au capital et il y a des contraintes potentiellement qui peuvent aller avec, mais nous, on l'a jamais vraiment vécu comme une contrainte. En effet, comme tu l'as dit, la boîte, elle se passe bien, donc c'est facile à dire les relations avec tes actionnaires. Ouais, t'es plutôt offreur que demandeur, quoi. Ouais, elle est toujours facile quand ça se passe bien. Et en effet, on a toujours eu, à chaque tour de table qu'on a fait, on avait beaucoup plus de gens qui voulaient investir que de cash qu'on était prêt à ouvrir. Donc ça a toujours été assez naturel. Maintenant, pour ma relation avec mes investisseurs, on a la chance d'avoir les deux fonds qui ont fait notre seed et notre série A, c'est Daphne et Eurazeo. Ces deux fonds qui ont vraiment une super réputation. Très belle signature. On travaille avec des partenaires qui sont... D'ailleurs, tu me fais un peu penser à un d'entre eux, je voulais te le dire. Ouais. Et non... ça se passe bien parce que c'est des gens, c'est des gens qui connaissent bien leur métier, ils savent qu'ils sont là pour faire un bet, c'est-à-dire faire un pari sur une société. Ils sont pas là pour monter la société à notre place, sinon ils l'auraient fait eux. Ils nous font confiance et ça se passe très bien parce que ils mouillent le maillot quand on leur demande. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a besoin d'eux sur des trucs, des conseils sur certains éléments. Sous-connectés, en général, ils sont experts il y a peu de sujets sur lesquels ils sont experts, mais ils arrivent à se connecter à des personnes super experts, super pointues sur des domaines, donc on les sollicite pour ça. Ouais. Par exemple, on avait un sujet paiement, où il fallait qu'on comprenne super bien un sujet sur un PSP, sur des prestataires de paiement hyper pointus et tout. Bon, ils m'ont connecté à 3 gars. Ceinture, et crack atomique du sujet c'est des gars qui ont du réseau en plus. Exactement, donc ça c'est vraiment cool. Et donc ouais, c'est comme ça, on se sert de leur force de frappe et de leur cerveau ponctuellement sur des sujets précis, et ils nous font confiance globalement pour gérer la boîte proprement, quoi. Ouais, et ils t'ont aidé dans les différentes levées à bien préparer. Ouais, tout à fait. Je les ai sollicités, c'est un peu similaire. J'ai sollicité leur expertise, on va dire, et leur connaissance là-dessus. Après les levées, t'es obligé de les faire toi-même. Tu vois, je m'attends pas de mes investisseurs qu'ils fassent la levée à ma place, comme c'est pas eux qui vont signer les deals à ma place. En plus, on a une histoire un peu particulière parce que tous les tours qu'on a fait avant la série B, donc on a annoncé hier matin une série B de... Série B, c'est... Alors hier, parce que je sais pas quand ça va être publié. Mais... Tu l'as mis sur LinkedIn, je l'ai vu. Ouais, c'est ça, il y a pas très longtemps. Une série B de 26 millions d'euros avec... B, c'est quoi, c'est au-dessus de 15, 20 ? Ouais, il n'y a pas vraiment de règles. Les nomenclatures de tours, c'est du marketing. Ouais, BB, ça commence à devenir sérieux, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est sérieux vraiment un jour? Non, mais c'est intéressant, peut-être. Donc, tu avais fait ce qu'on appelle le seed au départ. Ouais, en fait, tous nos tours avant celui-là étaient préemptifs. C'est des fonds qu'on a rencontrés un peu avant de partir en roadshow, c'est-à-dire avant de décider d'aller rencontrer tous les fonds. Et on a rencontré Daphne Eurazeo, présenté par un de nos business angels des premiers jours, qui avait dit parle à ces deux gars-là avant de... Et Daphne Eurazeo ont un peu sauté sur le truc et sont rentrés dans l'entreprise avant tout le monde, avant que j'aille voir d'autres fonds. Donc très tôt, sur le seed. Ouais, sur le seed, assez tôt, ouais. Et un an après, ils ont préempté la série A, c'est-à-dire qu'ils ont dit, les gars, on veut pas attendre que dans 6 mois, t'ailles lever avec quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est nous qui allons faire le tour maintenant, donc on s'est mis d'accord avec eux sur les termes, les trucs, et voilà. Et donc le série B, c'était mon premier vrai roadshow, et on a eu la chance, ça allait super vite. En quelques semaines, on avait 3 term sheets sur la table, et après on a closé très rapidement. C'est à l'échelle européenne aujourd'hui ton business? Ouais, on est présent dans 25 pays. Ah oui, d'accord. On est tous basés en France, à Paris, mais on opère dans 25 pays. Et du coup, t'as pris un fonds étranger? Ouais, on a pris le fonds 83 North, qui a l'idée le 83 Nord. Enfin, si j'enlève mon accent. Ils sont où, donc la partenaire avec qui on travaille, elle s'appelle Laurel Bowden. Elle est de base sud-africaine d'origine, mais elle est basée à Londres. Super, bon, quel parcours, bravo. Incroyable. Next game. Du coup, c'est quoi la suite? Ça sera de quand? C'est quoi ton rêve avec la boîte? Je sais pas, je pense que on a envie de faire quelque chose de très gros et de très impactant. Je pense que ce qui nous anime un peu tous, c'est d'aller faire un business qui change vraiment le marché sur lequel on s'est positionné, qui apporte beaucoup de valeur au site e-commerce en général. Évidemment, on aimerait
éviter une situation monopolistique d'un acteur trop gros qui viendrait écraser tout le monde. Et voilà, on pense qu'apporter de la liquidité comme ça avec cette technologie qu'on apporte sur le marché, ça va permettre à tous les sites e-commerce d'avoir une compétition un peu plus parfaite et à tout le monde de prospérer mieux et plus équitablement, quoi. Donc ouais, on a envie de bosser avec tous les sites e-commerce en Europe et ouais, encore beaucoup grossir, j'espère. Tu disais que tu lisais pas lentement tout à l'heure, comme Émeric avant de se faire coacher par l'excellent Jérôme Waro. Mais est-ce que tu as quand même des livres ou des médias que tu recommandes à lire ou à consommer? Alors vraiment des livres, je vais être le pire pour ça. Moi, je suis plutôt, c'est plutôt avec mes oreilles que ma créativité elle se développe. Ou un podcast. Hein. Ouais, même podcast. Franchement, j'écoute beaucoup de musique. Une série Netflix. Ouais, c'est Netflix. Ouais, franchement, je sais pas, tu kiffes quoi? Moi, je kiffe tout. Je suis très 90, moi. Non, mais lui, il écoute Nostalgie dans sa bagnole. 90, écoute Rammstein, c'est super. Ouais, je connais. Mais ouais, non, après médias, j'essaye de... Bon, après, je sais pas si ça va vraiment aller dans le sens de ta question, mais je fuis un peu les réseaux sociaux. Tu vois, j'ai que LinkedIn parce qu'on poste avec mon compte le contenu de la boîte pour un peu montrer ce qu'il y a sous le capot aux candidats, etc. Non, j'ai aucun réseau social. Et je lis les news. Du coup, j'ai un truc super qui s'appelle Brief Me que je pourrais conseiller Brief Me, c'est une newsletter qui tombe sur ta boîte mail tous les jours entre 6h et 6h30 et qui te résume les news dans le monde. L'actu, quoi. Ça prend 5-6 minutes à lire. C'est comme tes TSO. Que tu retrouves. Ouais, c'est Mathieu de l'équipe Stockly qui m'a recommandé ce truc et je suis devenu complètement accro, c'est vraiment top. Donc Brief Me, c'est ton secret. Je suis en train de le faire direct. Ouais, je l'ai. Je me demande juste comment Julien a écrit Brief Me, ça m'intéresse. En 7 minutes. Et est-ce que tu as quelqu'un de ton réseau que tu pourrais nous recommander et qui viendrait à ta suite raconter son... Je peux parler de... Ouais, j'en ai 3-4 en tête, faut que j'en dise combien? Autant que je veux. Ok. Minimum 1. Top of mind. Top of mind, je pense mes potes de chez Groover, Romain Palmieri, je sais pas si vous les avez déjà reçus, mais c'est vraiment des... Groover Marketplace pour promouvoir la musique des artistes indépendants, vraiment top boîte. Mes potes de chez AZMed aussi, Julien Vidal, Alexandre Atia, qui sont franchement très très forts et qui sont en train de transformer la radiologie médicale avec de l'IA. Et 2 femmes, ouais, comme ça. Ah oui, très bien. Ouais, voilà. Je penserais à Déborah Elbaz de Yad Paris, qui est d'ailleurs une cliente de Join, que vous avez reçue il y a pas longtemps. Elle a développé une marque d'autocollants. Aujourd'hui, elle fait, je sais pas si elle m'en voudrait te dire ses chiffres, mais franchement, ne lisons pas. Cartonne bien. Ouais. Cartonne vraiment bien. Déborah Elbaz, Yad Paris, YADE-paris.fr. Et franchement, elle a une marque qui déchire. Et la dernière, peut-être Nina Mandelson, qui a créé Palomano. C'est des parcs de loisirs pour enfants. Palomano, une histoire ça de cartonne, malade. Palomano. Ouais, c'est une histoire tu connais? Oui. Ouais, j'ai un enfant de 6 ans. Ouais. Franchement, voilà, c'est super. Et peut-être on a skippé là tes routines. Tu nous disais au début que t'étais c'est un lève-tôt. C'est un lève-tôt. Il lit beaucoup de sport. Il adore les réseaux sociaux. Le sport, ouais, c'est bon. Est-ce que t'es comme le PSG? Même pas. Non, j'ai arrêté le foot. Non, mais tu vois, je suis pas sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu veux que je regarde le PSG? C'est les Kardashians, le truc. Ça m'intéresse pas. Attends, tu touches mon cœur là. Non, ça m'intéresse pas. J'étais abonné au parc depuis que je suis petit et tout, et à 4-5 ans, j'ai décidé d'arrêter. Donc c'est quoi tes kiffs perso en dehors du taf? Non, la musique. J'écoute beaucoup de musique et je joue au foot. Je joue au foot 3 fois par semaine, donc c'est vraiment un truc important pour moi, pour mon hygiène. Conclusion, non, il y avait 2 points franchement que j'ai kiffé dans ce que t'as dit. Le premier, moi j'aime bien, on a parlé de cette culture geek, mais dans le bon sens du terme, parce que tu sais, on a souvent l'image du geek un peu négatif. Mais j'aime bien comment t'as cultivé ça dès le day one. Enfin, dans ta boîte, ça se sent à tous les étages, quoi. Les RH et tout ça, où tu les autonomises beaucoup à essayer d'automatiser pas mal de choses. Et j'ai bien aimé la vision du produit, l'upsell sur l'usage. Ça, je l'avais jamais entendu au podcast. Comment tu les fais monter graduellement en puissance sur l'utilisation du service. Ça, c'est super smart. Surtout que tu as craqué le fait qu'ils onboardent vachement vite, en vérité, dans le produit. Ça, c'est un vrai hack, pour le coup. Bah, bravo, c'est super. C'est hyper impressionnant. On est très content que vous ayez donné un petit peu de temps. Et j'ai une bonne brief letter là, qui va t'as vu le brief là, en 2 secondes, Si vous avez aimé l'épisode, commentez sur vos plateformes préférées, mettez 5 étoiles. On a besoin, on a 30% de notre rémunération qui vient du podcast. S'il vous plaît, aidez-nous à partir en vacances. Mettez un pour voir, s'il vous plaît. Et à bientôt sur les ondes. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Ciao.